Salutations et bienvenue à tous pour ce Donc Voilà Quoi numéro 10. Et oui, déjà. Et aujourd'hui, je vais répondre à deux questions qui peuvent ne pas sembler être liées de prime abord, mais qui se retrouvent sur une chose, c'est sur l'utilisation d'une arme au quotidien. La première question qui a été posée par Alexis et il me demande qu'est-ce que je pense du Walther PPK et est-ce que c'est une bonne arme pour l'EDC, c'est-à-dire l'Everyday Carry, donc ce que moi j'appelle du port quotidien en bon françois, pour la défense personnelle. Et la deuxième est une question de Yacine qui me demande ce que je pense réellement du SIG Pro 2022. Voilà. Et en fin de compte, les questions se rejoignent sur un point, c'est que dans les deux cas, on parle d'armes de poing qui sont destinées à être portées quotidiennement, ou en tout cas la question est dans ce spectre-là. Alors, le choix d'une arme à port quotidien va se diviser de deux manières. Il y a le cas des gens qui sont dans des services donc de force de l'ordre, les armées de ça, où le choix va être fait bien évidemment par l'institution qui va faire un appel d'offres et qui va rédiger un cahier des charges. Et donc, c'est ce cahier des charges. Je ne vais pas tellement m'approfondir sur le sujet parce que j'ai déjà longuement parlé de la chose. Il y a quelques vidéos sur la question du fusil d'assaut. Et en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui sont parallèles. Donc, déjà, si vous ne l'avez pas regardé, regardez cette vidéo-là. Et vous pouvez remplacer les besoins par les besoins du fusil d'assaut et du soldat par les besoins on va dire, de la personne qui a besoin d'une arme de poing pour se défendre au quotidien. Voilà, et se défendre potentiellement, c'est-à-dire il passe pas sa vie à se défendre. Ça fait partie de ses missions, ce n'est pas la seule. Et c'est parti pour un premier ajout en post-production, donc pour dire que oui, il se défend et potentiellement il défend autrui. Dans le cas du policier, le but de la mission, c'est pas que de se défendre soi-même, c'est également de défendre les autres. Ça, c'est la première des choses. Et après, la deuxième des choses, c'est pour les personnes qui veulent porter une arme dans les pays où c'est autorisé. Et je vais faire une petite parenthèse ici, parce qu'en France, le port d'armes, il n'y en a quasiment pas. Et précisons bien ici, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu régulièrement au cours de ma carrière, les gens qui disent « t'es tireur sportif, donc tu as un port d'armes ». Non, on n'a pas un port d'armes, tous les tireurs sportifs le savent. Là, je parle plutôt aux gens qui ne sont pas tireurs sportifs. C'est l'autorisation qui est délivrée par la préfecture au titre du tir sportif est une autorisation de détention et d'utilisation des armes dans un cadre particulier qui est celle de la Fédération française de tir et donc dans les stands qui sont agréés. Voilà, c'est pas une autorisation de port d'armes. Des ports d'armes délivrés par le ministère de l'Intérieur, il y en a en France, ça existe. Voilà, il y a quelques professions à risque. Ça peut être les magistrats, ça peut être des avocats, ça peut être des experts, ça pouvait être, il y a très longtemps, ça pouvait être des bijoutiers, des banquiers, des choses comme ça. C'est plus trop dans l'air du temps. Aujourd'hui, le port d'armes est quelque chose qui est plutôt, on va dire, sur la touche. Il y a des gens qui s'intéressent énormément à cette question-là et qui militent en sa faveur. Vous trouverez très facilement l'ARPAC, mais il y a d'autres choses. Je pense au travail qui a été fait par quelqu'un comme Thibaut de Montbrial. Il y a donc qui est un avocat. Voilà, il y a d'autres. Donc il y a des personnes qui travaillent ces sujets-là. Ce n'est pas mon sujet. Moi, le seul propos que je voulais porter ici, c'était de vous dire attention, c'est réglementé et on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Et c'est pas parce que pour les gens qui veulent s'inscrire au club de tir, c'est pas parce que vous avez une autorisation de détention que vous avez le droit de porter une arme. Ça, c'est voilà. Petit ajout ici parce que j'ai oublié de mentionner les cas des gens qui assurent la sécurité privée armée, comme les convoyeurs de fonds. Et à ma connaissance, l'autorisation est délivrée au titre de l'entreprise et pas en nom propre pour chaque agent. Voilà, information à vérifier pour les gens que ça intéressera. Pour le choix d'une arme personnelle, avant toute chose, il faut que l'arme vous convienne morphologiquement, qu'elle soit adaptée à la manière dont vous voulez la porter, c'est-à-dire est-ce que vous la portez à la holster, est-ce que vous voulez la porter, je sais pas, dans un sac banane, qu'importe, la porter en inside, c'est-à-dire à l'intérieur. Donc ça, il y a ces premières choses, il faut qu'elle vous convienne à la main. C'est quelque chose sur lequel Yann Schroeder, de la chaîne Yann Schroeder, va beaucoup, on va dire, travailler. Et c'est pas forcément quelque chose sur lequel j'ai envie de m'appesantir parce que en plus de ça, ça va vraiment dépendre des personnes, même s'il y a effectivement des choix qui me paraissent plus, on va dire, convenables que d'autres sur des questions d'ergonomie, voilà, et de choix technologiques. Par contre, là où moi j'ai envie de m'appesantir, c'est sur les choix, la solution. Elle doit vous permettre de vous entraîner régulièrement et vous devez être capable de l'entretenir et vous devez être capable potentiellement de la réparer ou de la faire réparer régulièrement. Parce que quand vous allez vous mettre à porter une arme quotidiennement, c'est un investissement sur le long terme, il faut bien que vous pensiez ça comme ça. C'est-à-dire porter une arme, il ne faut pas que vous disiez aujourd'hui je vais porter, je vais dire n'importe quoi, mais en flattant mes goûts propres, je vais porter un Makarov et demain pour le fun, je vais porter un Luger P08. Ça n'a pas de sens. Quand vous allez choisir une arme pour le port quotidien, il va falloir que vous vous y astreigniez
sur le port et sur l'entraînement, parce que c'est un engagement sur la durée. Et cet engagement sur la durée, il passe par le fait de beaucoup tirer, et il passe par le fait d'être capable de maintenir cette arme en service. Et donc du coup, je viens sur le Walther PPK. Le Walther PPK dans son contexte de sortie, notamment, donc on va parler du contexte sortir du Walther PP, on est dans l'entre-deux-guerres, on est même très près de la Première Guerre mondiale. C'est une arme qui, quand elle sort, on va dire, coche beaucoup de bonnes cases, même si d'un point de vue mécanique, je la trouve inutilement compliquée. C'est une arme dans laquelle il y a beaucoup de pièces, ça ne veut pas dire qu'elle est fragile, parce que ça c'est pareil, c'est un poncif qu'on entend parfois, il y a beaucoup de pièces, la mécanique est compliquée, donc elle est fragile. Pas nécessairement. On peut avoir des mécaniques à beaucoup d'armes, beaucoup de pièces qui sont, fiables. C'est pas forcément vrai. Et le Walther PP pour le coup et le PPK sont des armes où je trouve qu'il y a beaucoup de pièces. Je trouve que le démontage fin, c'est-à-dire quand on va aller loin, quand on va aller dans du démontage complet de ça, est un démontage qui est compliqué, qui n'est pas nécessairement accessible à des gens, on va dire, on est très loin d'un Glock pour prendre deux extrêmes. Un Glock, c'est à peu près démonté quasi intégralement par Monsieur Tout le Monde. Un Walther PPK ne sera absolument pas démontable par Monsieur Tout le Monde, clairement pas. On a des risques de casse de pièces, c'est compliqué. Pour le remontage, n'en parlons pas, c'est encore pire. Donc à ce titre-là, méfiance là-dessus. Et ensuite, l'autre problème, c'est le Walther PPK, quelque chose qui n'est plus fabriqué à ma connaissance. Alors, il y a peut-être encore des productions ou on va dire des clones qui sont encore produits. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que valent ces clones en termes de qualité. Et donc, du coup, la question que je me poserais, c'est est-ce que c'est intelligent ou à défaut d'intelligent raisonnable, de partir sur une arme de défense personnelle sur laquelle vous n'êtes pas sûr de pouvoir assurer la maintenance sur le long terme. Donc voilà, j'ai pas de critique à proprement parler sur le Walther PPK en tant qu'arme, surtout compte tenu de son contexte de sortie. Je rappelle, c'est le lendemain de la Première Guerre mondiale. On a un levier de désarmement, on a une double action, on a un chien rebondissant. De mémoire, on a un percuteur frappé-lancé. Si c'est pas le cas, je le mettrai à l'écran. Voilà. Et on a une ergonomie qui est propre, on a une arme qui est bien faite. Elle n'est pas parfaite, mais on a une arme qui est, qui pour l'époque est très bien. Il y a la question du calibre. Alors je crois qu'il y a eu des variantes 9 cours, qui sont peut-être plus rationnelles que du 7,65. Mais ça aussi, c'est une question à se poser par rapport à ça. Petit ajout en post-production pour compléter le propos sur les Walther PP et PPK. Oui, d'ailleurs, il faut bien que je dise PP et PPK parce que je mets les deux armes dans le même sac, même si effectivement le PPK est bien plus compact et donc du coup bien plus adapté à un port dissimulé au quotidien qu'un PP, même si le PP reste une arme de dimension absolument raisonnable. Donc pour la conception et la mise en production, alors la conception évidemment précède la mise en production, mais la mise en production c'est 1929. Je pensais que c'était un petit peu plus précoce, je pensais qu'on était au milieu des années 20 et pas à la fin des années 20. Donc bon, ça reste près de la Première Guerre mondiale, mais ça l'est un peu moins que ce que je pensais précédemment dans la vidéo. Très clairement, il faudrait, dans les prochaines vidéos que je vais enregistrer, et je m'en excuse ici, il faut que j'essaye d'anticiper un certain nombre de points que je vais aborder et que je fasse les recherches en amont, mais en fin de compte, comme je disais, c'est absolument pas scripté, et donc finalement, je découvre au fur et à mesure de mon argumentation ce que je vais dire. Et sans oublier que le but de l'opération, c'est normalement que je ne passe pas énormément de temps à produire ces vidéos, ce qui est déjà en train de partir en cacahuète, mais c'est un autre sujet. Voilà, donc dans les choses que j'ai oubliées sur les dispositions de l'arme, bien évidemment, il y a un indicateur de chargement et le levier des armements fait également office de sûreté. On a une fois de plus, une arme qui est moderne avant la lettre. On aura ces dispositions-là qui seront communes 50 ans plus tard. Donc avoir ça à la fin des années 20, c'est très avant-gardiste et c'est hyper important de le garder à l'esprit quand on va parler d'une arme, de la mettre dans son contexte. Voilà. Et concernant la production, j'ai donc découvert en grattant derrière que il y avait eu une production aux États-Unis entre 2018 et novembre 2025, donc des PP, PPK et de quelques autres variantes. Je ne sais pas si ces productions sont arrivées sur le marché européen. C'est une bonne question. Je n'en ai jamais eu en main, ça c'est une certitude, et je n'en ai pas vu passer non plus sur les sites de vente. Mais je ne passe pas mon temps à parcourir les sites de vente, donc je l'ai peut-être raté, c'est tout à fait possible. Mais bon, ça va quand même conserver la question de est-ce que c'est viable dans le temps d'acheter ça, et est-ce que je pourrais garantir que dans les prochaines années, je pourrais continuer à m'en servir et que je ne serai pas mis devant le fait accompli de l'arme n'est plus en condition opérationnelle et donc je dois en changer. Se poser cette question-là, c'est peut-être le cas. Et pour le calibre, oui, donc il y a bien eu du 9 court et il y a eu du 9 ultra aussi.
Et en termes de fiabilité, on est sur une arme qui est fiable. Voilà, en tout cas, moi, j'ai pas. Alors, on avait des Walther PP, pas PPK, en service à la DST avant la mise en place du SIG 2022. Je sais pas si ça retombe. Moi, je suis arrivé au ministère de l'Intérieur en 2005. Les armes, elles venaient d'être versées. Je ne sais pas si elles avaient beaucoup sorti dans la période qui précédait mon arrivée. C'est-à-dire que le Walther PP était utilisé par la DST, j'en suis à peu près sûr et certain. Mais après, on va dire, je sais pas si j'ai bénéficié quand je suis arrivé d'un retour d'expérience, parce que l'arme, je pense, elle était déjà sur la sortie depuis un certain moment. Mais j'ai pas de raison de penser, j'ai rien vu dans ma carrière qui me fait penser que voilà, l'arme est particulièrement fragile. C'est pas le cas, ni pour le PPK. Je crois que le truc le plus fragile que j'ai vu sur le PPK, c'est les plaquettes, en fin de compte. Donc voilà. Et donc un petit peu. Et alors, à chaque fois qu'on parle du Walther PPK, moi j'ai toujours cette boutade qui me vient en tête et qui voilà. Est-ce que vous regarderiez le Walther PPK de la même manière si c'était pas l'arme de James Bond, mais uniquement l'arme d'un certain Stephen Derrick? Parce que c'est l'arme de Derrick aussi. Alors il en a plein des armes Derrick, comme James Bond, mais voilà. Mais il a le Walther PPK. Quand vous regardez un Walther PPK, vous dites pas que c'est Sean Connery et puis Roger Moore et compagnie. Dites-vous que c'est l'arme de Horst Drappet, l'inspecteur d'Eric. Voilà. Oui, je regarde, j'ai juste regardé l'inspecteur d'Eric dans ma vie et je jetterai pas le bébé avec l'eau du bain. C'est comme Xena la guerrière, mais ça, c'est autre chose. Et puis Xena la guerrière, derrière, il y a Sam Raimi, il y a Ted Raimi, il y a Bruce Campbell, voilà. Donc on critique pas Xena. Ouais, on s'en fout. Oui, tout à fait. Voilà. Donc ça c'était pour la partie sur le Walther PPK. Donc je critiquerai pas l'arme, je critiquerai plutôt l'aspect raisonnable d'adopter ça au détriment d'une solution plus moderne et qui sera plus résiliente. Voilà, c'est vraiment ça que je critique, que je questionnerai plus que je critiquerai. Et ensuite sur le Sigma 22. Mais c'est très bien le Sigma 22. C'est très très bien. Le Sigma 22, c'est une excellente arme de service. Alors, je me rends compte au montage que je ne précise pas d'où je parle quand je parle du SIG 2022, parce que je me suis présenté sur la chaîne, mais relativement succinctement, et je n'ai pas précisé mon parcours au sein du ministère de l'Intérieur, qui a commencé le 17 janvier 2005 en qualité d'ouvrier professionnel du ministère de l'Intérieur affecté à l'armurerie du secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles. Alors c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le NTI 2. Je dis de suite pour les militaires que les NTI n'ont rien à voir en police et à l'armée. Voilà, le NTI 2, c'est l'atelier qui va travailler avec les services pour faire les réparations. Voilà, le service va gérer, on va dire, le parc d'armes en termes de stockage et en termes, on va dire, comptable. Le SGAP, aujourd'hui SGAMI, c'est-à-dire ils ont remplacé police par ministère de l'Intérieur, va gérer les réparations et va gérer l'aspect logistique à l'échelon supérieur par rapport à une unité. Voilà, donc j'étais ouvrier professionnel à Versailles et donc après j'ai passé un concours, je suis devenu contrôleur des services techniques et j'ai pris un poste en septembre 2006 au SGAP de Metz, donc aujourd'hui SGAMI Est, et je suis resté jusqu'en septembre 2008, et après je suis devenu le responsable de l'atelier du centre technique de l'armement de l'établissement central pour la logistique de la police nationale. Je vais préciser ce que c'est de suite après. Voilà, et qui était à Limoges. Voilà. Et j'y suis resté jusqu'en 2018 et après, après le premier trimestre 2018, je suis parti au centre technique de formation et de documentation qui était toujours à Limoges et j'ai démissionné en 2019. Ça, c'est pour le rapide, on va dire, aperçu de mon parcours au sein du ministère pendant environ 15 ans. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait en quoi consistait mon travail quand j'étais à Limoges, donc au centre technique de l'armement. Responsable de l'atelier, ça ne veut pas dire chef du service et pas chef du CTA, c'était juste responsable de l'équipe parce que le CTA ne faisait pas que ça, ou ne fait pas que ça, mais j'étais responsable donc de la partie atelier et où on faisait les réparations de ce qu'on appelle au ministère de l'Intérieur du NTI 3, c'est-à-dire la reconstruction et les réparations lourdes, c'est-à-dire dès qu'il y a des remplacements de canons, de carcasses et de culasses pour la plupart des armes, ça va se faire là-bas. Voilà, et la reconstruction des armes individuelles quand les gens partent à la retraite, les armes étaient reversées et arrivaient chez nous, et nous on allait les remettre dans un état compatible avec une remise en service. C'est-à-dire on allait changer tout ce qui avait besoin d'être changé préventivement pour que l'arme, on va dire, elle ne soit pas distribuée aux fonctionnaires avec quelque chose qui va casser. J'ai également fait énormément de formations, vu que les premières formations que j'ai dispensées au ministère de l'Intérieur, je les ai fait au SGAP Est, et du coup après au centre technique de l'armement, ça occupait une partie non négligeable de mon emploi du temps, avant que ça soit du temps plein quand j'étais au centre technique de formation et de documentation, et j'ai notamment participé, j'étais un des formateurs sur les stages responsables armées munitions, mais j'ai fait plein d'autres stages, voilà, quand j'étais là-bas. Donc voilà.
Pour dire que le SIG 2022, bah, c'est une arme que j'ai beaucoup vue et que j'ai vu dans beaucoup d'états différents et à différentes étapes. J'en ai même été personnellement doté. J'avais une arme de service pour quand on allait faire certaines missions où on sortait, où on avait du matériel, on était équipé avec un SIG 22. Donc c'est même une arme que j'ai portée. Le SIG 22, c'est même, j'ai envie de dire, la seule arme que j'ai portée en dehors d'un champ de tir, c'est-à-dire en civil. Voilà. Donc l'arme, je la connais très bien. Par contre, je ne vais pas dire que j'ai une connaissance omnisciente de la chose, parce que par exemple, quand j'étais en NTI2 en SGAP, l'arme, elle était relativement neuve dans les services. Donc je peux pas me prévaloir de la même expérience que quelqu'un qui est en SGAMI aujourd'hui. Lui, il a l'arme 20 ans après sa mise en service. C'est pas la même expérience que de l'avoir eu quelques années après la mise en service. Donc ça, c'est un point, c'est un angle, on va dire, un angle mort, entre guillemets. En tout cas, c'est une faiblesse dans mes connaissances que je compense. Comment ? Tout simplement en continuant à échanger avec des gens de différents SGAMI ou de différentes unités de police, et je les salue. J'ai rencontré énormément de gens bien au cours de ce métier. L'histoire de mon parcours au ministère de l'Intérieur méritera peut-être un jour d'être évoquée, mais il faut laisser le temps au temps, donc c'est quelque chose qui ne se fera clairement pas autant à chaud que là. Qu'est-ce que j'appelle laisser le temps au temps ? C'est quelque chose où il faut laisser une dizaine d'années avant de parler de ces choses-là. C'est pas utile d'en parler plus tôt. Donc voilà. Voilà, donc l'arme, je la connais vraiment très bien. Pour vous donner une idée du nombre d'armes qui étaient traitées au centre technique de l'armement par an, en fonction des effectifs de l'atelier, qui pouvaient être du simple au double, on traitait globalement entre 3000 à 6000 armes par an. Donc on en voyait vraiment beaucoup dans divers états, des fois avec des dingueries. Alors des dingueries, les armes qui ont été cachées dans des fours, sur des lampes halogènes, des choses comme ça. Voilà, mais surtout la majorité des armes qui avaient, on va dire, eu une utilisation normale, donc une usure normale. Et après, des usures exceptionnelles, des gens qui n'ont jamais mis une goutte d'huile dans l'arme. Ah bah oui, ça rouille, hein. Fatalement, on en revient toujours au même problème. Voilà, donc pour vous dire d'où je parle sur le SIG 2022, avec cette très longue parenthèse, mais en fait, si je ne le précisais pas, tout ce que je dis après, fatalement, n'aurait pas le même poids. Voilà, et sachant que, toujours pareil, c'est pas parce que j'ai cette expérience-là que j'ai la science infuse, que je sais tout et que j'ai la vérité. Non, c'est vous expliquer simplement d'où je parle et derrière je vous parle avec sincérité. Pour la dotation généralisée, c'est une arme qui est fiable, c'est une arme qui est intelligemment conçue, c'est une arme qui a été acquise, et j'en profiter pour faire un crochet sur les questions des coûts, à un coût tout à fait raisonnable, vu qu'on est aux alentours des 300 € pour les 250 000 armes qui ont été achetées. Micro-parenthèse pour dire que, bien évidemment, c'est 300 € l'unité pour 250 000 unités achetées, et également pour dire que je n'ai pas fait le crochet sur le prix des armes sur le marché civil et sur le marché administratif. La vidéo étant déjà un peu long, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai dans une autre vidéo. C'est une arme dont la durée de vie, c'est peut-être le seul point qui pourrait se questionner. Et la durée de vie ici, je parle pas de la durée de vie des armes opérationnelles, c'est-à-dire qui sont portées par les policiers et les gendarmes, qui tirent globalement une centaine de cartouches par an, pas plus. Oui, c'est 90 cartouches. Si ça n'a pas changé depuis que j'ai démissionné, 90 cartouches pour les policiers, 135 €, 135, pas euros, ça c'est le prix d'une amende. C'est 135 munitions pour les policiers qui sont en bac. Les gendarmes, c'était un poil moins, mais je sais pas si ça n'a pas augmenté. Enfin bon, c'est pas beaucoup, donc la durée de vie, c'est pas pour l'arme opérationnelle qui est portée au quotidien. La durée de vie pose problème pour les armes, soit de moniteurs de tir, soit les armes qui sont en école. Mais ça, c'est un problème institutionnel. Il aurait fallu comprendre que ces armes-là, il fallait sans doute les renouveler plus régulièrement. Je ne vais pas rejouer le match. À la base, quand il y a eu l'adoption du SIG 2022, il y a eu un courant de pensée qui consistait à croire que qu'il était possible de mettre en place la chose suivante. Pour la police, je ne parle pas pour la gendarmerie, les élèves arrivaient à l'école avec, ils percevaient une arme, ils faisaient leur formation avec cette arme-là et ils partaient dans les services avec cette arme-là. Et il y a une partie qui est restée, c'est ils font la formation à l'école, pas avec l'arme qu'ils perçoivent, ils la perçoivent généralement à la sortie de l'école dans leur première affectation, mais par contre après tout le long de leur carrière, l'arme est individualisée, c'est-à-dire le policier quand il est muté, je veux dire n'importe quoi, il était en compagnie de CRS, il va dans une, donc maintenant ça s'appelle DIPN je crois, moi ça s'appelait une CSP, donc un commissariat de sécurité publique, il va partir avec son arme, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, la personne allait laisser l'arme au service et la gestion de l'arme, elle était non pas individualisée pas au niveau du fonctionnaire, elle était au niveau du comment ça s'appelle, de l'unité. Voilà.
voilà, donc ça, ce sont des choix logistiques. Ça permet d'éviter d'avoir des stocks tampons, c'est-à-dire des poules, et c'est-à-dire d'avoir un nombre d'armes qui correspond plus au nombre de fonctionnaires, plutôt que d'avoir tant d'armes en réserve et des micro-parcs en dormance dans chaque unité de police. Ça sert à ça. Avant toute chose. C'est voilà. Les gens vont vous dire oui, ça responsabilise le fonctionnaire. Non, c'est pour éviter les micro-parcs en dormance. Petit ajout en post-production pour préciser que ça n'évite pas complètement les micro-parcs en dormance parce qu'il faut toujours des poules pour les réservistes, pour les ADS, des choses comme ça. Et également pour ajouter que j'en ai profité pour poser la question à un copain, Ben, de la gendarmerie, que je salue, de savoir où ils en étaient en gendarmerie par rapport à ça. Et en fin de compte, depuis que j'ai démissionné, il y a eu le passage à l'individualisation en gendarmerie nationale, alors que c'était pas le cas jusqu'en 2019 quand j'ai démissionné. Voilà, donc c'est pour faire la petite mise à jour. Donc voilà, un petit peu. Moi, mon retour d'expérience sur les SIG 2022, à part sur ceux qui étaient sursollicités parce que laissés trop longtemps dans les écoles, c'est une arme sur laquelle on a finalement très peu de panne, très peu de casse. Oui, il y a des culasses qui cassent, mais c'est les armes qui tirent énormément et en fin de compte qui tirent trop. Oui, je fais une petite parenthèse pour ajouter des précisions sur les histoires de casse de culasse, parce que c'est plus compliqué que la façon dont je l'ai présenté de manière très sommaire, parce que je voulais pas m'apesantir sur le sujet, mais en fin de compte, en voulant pas m'apesantir sur le sujet, on va dire, je pourrais être mal compris ou le message pourrait être déformé. Donc, je reviens rapidement dessus. Il y a eu plusieurs problèmes. Déjà, au tout début de la production, il y a eu des problèmes de traitement de culasse chez SIG. Il y a eu des remplacements de culasses qui ont été faits par les gens de chez SIG qui sont venus en France et qui ont remplacé des culasses. Voilà, il y a eu des soucis là-dessus. On a eu des problèmes de normes de munitions. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais voilà, il y a eu un problème de munitions et notamment les munitions qui ont été utilisées pour faire les évaluations et notamment les tests d'endurance ne sont pas du tout les mêmes munitions que celles qui ont été adoptées par la suite pour l'entraînement dans la police nationale. Et donc du coup, on a un delta. Une fois de plus, toutes les munitions ne se valent pas. Donc voilà. Mais si on prend l'arme, on va dire, après cette phase de maturité, parce que comme je le disais ou je vais le dire, je sais plus où j'en suis dans la vidéo, les armes, elles ont une phase de maturité. L'arme, on va dire, sur sa durée de vie, en fait, elle ne pose pas tellement de problèmes. Voilà. Elle va... évidemment, sur les armes qui seront trop tirées, tout simplement, le trop est dans la phrase, c'est parce qu'elles n'ont pas été retirées du service à temps. Là, on va avoir de la casse. Mais si on est raisonnable dans l'utilisation de l'arme, et là, une fois de plus, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est pas les fonctionnaires qui doivent être raisonnables. C'est l'administration qui doit comprendre qu'une arme à feu est quelque chose qui a une durée de vie. C'est comme tout autre objet. Est-ce qu'on laisserait des véhicules de service avec 1 million de kilomètres ? Bon, connaissant l'administration française, oui, ça serait tout à fait possible. Mais c'est pas le sujet. Vous voyez où je veux en venir ? Voilà, j'ai fait exprès de faire cette analogie un petit peu amusante. Voilà, il y a un moment donné, le problème, c'est pas l'objet. Le problème, c'est l'attitude de l'administration. Dans les pannes qu'on a, il y avait quelques tout petits défauts de conception à la mise en place de l'arme, mais quasiment toutes les armes en passent par là. Ne rêvez pas, toutes les armes, quand elles sortent du bureau d'études, elles font l'adoption, elles sont mises sur le terrain et on va découvrir des choses qu'on n'avait pas anticipées parce qu'on ne peut pas anticiper toutes les utilisations qui seront faites. Le cas du SIG 2022, il y avait des armes, lorsque on passait le doigt derrière la détente, qu'on armait la culasse, n'importe quel utilisateur d'armes, on va dire rationnel, c'est qu'on ne va pas mettre le doigt derrière la détente pour armer la culasse. Ben, il y a quand même des utilisateurs, il faut toujours bien garder à l'esprit que les policiers ne sont pas des amateurs d'armes et que l'arme de poing, c'est un outil de travail et c'est pas autre chose. Il y en a, ils ont des manipulations qui sont parfois un petit peu hasardeuses, notamment au début de carrière. Donc voilà, donc ils peuvent faire ce genre de choses. Et là, on avait quelque chose qui se produisait, c'est qu'on avait un débrayage de la barrette séparatrice parce qu'il y avait une course trop longue de la pièce du poussoir de maintien de barrette séparatrice. Il y a eu une action corrective de chez SIG à l'époque, donc c'était avec Ken Fordé, voilà, qui a consisté à remplacer le poussoir de maintien de barrettes séparatrices et certaines barrettes séparatrices en fonction d'une capacité à recréer une autre panne qui était liée à un débrayage prématuré, enfin un débrayage, si c'est un débrayage, mais on va dire c'est un relâchement prématuré du marteau en double action par rapport, on va dire, au positionnement de la gâchette. C'est-à-dire on avait le marteau qui se rabattait dans la gâchette au lieu de venir se mettre à l'abattu sur le percuteur. Ce sont des erreurs de jeunesse. Quasiment toutes les armes de service vont les expérimenter. Voilà, donc il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, je sais, c'est une expression que j'aime beaucoup, mais parce qu'elle est très vraie. Il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain à cause de ça. Voilà, l'arme elle est précise, l'arme elle est fiable. Je pense que le truc qui casse le plus le couille sur le long terme, c'est l'indicateur de chargement. Donc vous savez, c'est une petite, je mettrai une photo, c'est un petit morceau de métal qui va s'élever
quand il y a la cartouche qui va rentrer. Et on va avoir tendance, avec le vieillissement de l'arme, à avoir de l'encrassement de cette partie qui n'est pas nettoyable par le fonctionnaire. Le fonctionnaire ne peut pas la démonter, c'est monté par le biais d'une goupille fendue, donc vous savez, une tôle enroulée et qui est rentrée. Et si on enlève cette goupille-là, il faut la remplacer, il faut la changer. Et donc en fin de compte, avec l'encrassement, on finit par avoir l'indicateur qui reste en position relevée, et des fois on a la goupille qui finit par se sectionner, pareil avec le truc qui reste relevé. On a les ressorts de rappel de levier de désarmement qui vont avoir tendance à se casser. Enfin, tendance à se casser, c'est pareil, hein. Ça casse pas comme du verre. Ça fait partie des pannes récurrentes, mais c'est extrêmement raisonnable et admissible comme panne. Voilà. Et l'arme, après, honnêtement, elle est excellente. Il y a des gens qui vont se plaindre de la double action, un petit peu, elle est trop lourde, etc. Le poids de départ, la détente en simple action, elle est un peu trop plastique, ou le reset est un peu trop long, des choses comme ça. Là, vous êtes en train de parler de choses qui vont concerner des utilisateurs qui sont avancés, qui ne concernent pas l'utilisateur commun. Pour l'utilisateur commun, l'arme, elle est très bien. Elle est fiable, elle est précise. Il y a des gens pareils qui vont vous dire que la ligne de visée est relativement haute. Honnêtement, je ne comprends pas en quoi ça pourrait être rédhibitoire pour un utilisateur lambda. Voilà, pour moi, le SIG 2022 est une excellente arme de service, surtout au prix auquel on l'a touché. Donc il n'y a pas de raison de jeter l'opprobre sur cette arme-là. Clairement pas. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je le redis ici, pour les utilisateurs professionnels, la meilleure arme, c'est celle que vous avez entre les moments où vous en avez besoin. Chérissez votre matériel, connaissez-le, entretenez-le bien. Voilà. Pour l'indicateur de chargement, comme j'y suis, petite astuce, une petite goutte d'huile, on le fait jouer et on éponge l'excédent. Ça va faire sortir un petit peu la crasse qui va rentrer dedans. Sachant que la lubrification est utile pour la prévention contre la corrosion, pour justement la prévention de la formation de croûtes dures d'encrassement et va faciliter le bon fonctionnement d'une arme. Donc voilà, la lubrification, c'est un point important et c'est un point qui n'est pas assez abordé. Voilà. Et 4 gouttes d'huile aux 4 coins de l'arme, ce n'est pas lubrifier une arme à feu. Jamais. Voilà, les gens qui vous disent ça, c'est juste faux. La lubrification, c'est les éléments mécaniques de l'arme. Ils doivent être lubrifiés de façon uniforme, sans excès. Il ne faut pas que ça ruisselle et il ne faut pas que derrière ça vous nuise, soit par aspersion au moment où vous allez tirer, soit par lorsque vous attrapez. Il ne faut pas que vous ayez une savonnette dans les mains, c'est clair, mais le métal qui ne sera pas exposé à de l'huile va s'oxyder. La crasse va mieux circuler avec la présence de lubrifiant et les éléments de l'arme qui glissent les uns sur les autres vont avoir des meilleures capacités de mouvement avec du lubrifiant que d'autres, donc la question ne se pose pas. L'huile, c'est nécessaire sur une arme à feu. Donc voilà, un petit peu ce que je pouvais dire sur le Walther PPK et sur le SIG 2022. Voilà, donc voilà quoi, et j'espère que ça répond à vos questions, et je vous dis à bientôt.